La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, le Conseil des ministres, il s'est réuni à Lomé ce mercredi. De quoi le gouvernement a-t-il parlé? Le compte rendu tout à l'heure en début de journal. Les forces armées togolaises font l'inventaire de leur crédit et épargne. Assemblée générale de la COMEC depuis ce matin à l'état-major. On en saura un peu plus tout à l'heure dans cette édition. Et puis ce match ô combien important pour les éperviers du Togo. Ils jouent leur qualification pour la CAN 2019 ce dimanche à Cotonou. Tout le monde est là, présent et déterminé. Le gouvernement leur a apporté tout son soutien. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. À l'ouverture, donc, le Conseil des ministres ce mercredi. De quoi a-t-il été question? Réponse avec le ministre en charge de la communication, Folibazi Katari. Communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 20 mars 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 20 mars 2019 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a examiné en deuxième lecture un projet de loi organique, examiné en deuxième lecture 2 projets de décret, adopté 3 décrets, écouté une communication et aborder des divers. Au titre des projets de loi, le projet de loi organique examiné en deuxième lecture est relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes. L'internalisation des nouvelles directives du cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace de l'UEMOA et la prise en compte des normes exigées pour toutes les institutions supérieures de contrôle des finances publiques au plan mondial à travers l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle confère de nouvelles attributions et exigences à la Cour des comptes. Ceci nécessite la relecture de la loi organique du 10 juillet 1998 relative à son organisation et à son fonctionnement. Au titre des décrets, les 2 décrets étudiés en deuxième lecture portent respectivement sur l'organisation et fonctionnement de l'Observatoire national de la politique de l'aménagement du territoire et institution de visa de localisation. L'Observatoire national de la politique de l'aménagement du territoire, créé par la loi numéro 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi cadre sur l'aménagement du territoire a pour mission, entre autres, d'observer les variations des principaux facteurs pouvant avoir des impacts négatifs sur le territoire et d'émettre des alertes à l'endroit du gouvernement sur les risques probables. L'instauration d'un visa de localisation vise à garantir une cohérence dans l'implantation des infrastructures, des équipements, des activités et des hommes sur l'ensemble du territoire national pour un développement harmonieux et équilibré du pays.
Le premier décret adopté par le Conseil porte autorisation de perte de nationalité togolaise. Les dispositions des articles 23 et 24 de l'ordonnance numéro 78-34 du 7 septembre 1978 portant code de la nationalité togolaise ouvre aux ressortissants togolais désireux d'obtenir la nationalité d'un autre pays la possibilité de répudier la nationalité togolaise. En effet, l'acquisition de la nationalité de certains pays, notamment l'Allemagne et les Pays-Bas, ne devient effective que sous la condition suspensive de la preuve par les bénéficiaires de la perte de leur nationalité togolaise. Le ministère de la Justice a enregistré pour la période des mois de mai à décembre 2017 plusieurs demandes provenant des Togolais vivant en Allemagne et aux Pays-Bas. Cette perte de nationalité accordée induit pour les demandeurs de restituer les pièces et documents originaux qui leur avaient été délivrés par l'État togolais, notamment le certificat de nationalité, le passeport, la carte d'identité nationale et la carte consulaire. Le deuxième décret adopté par le Conseil est relatif à la création et à l'organisation du guichet foncier unique. La loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial qui a consacré la refonte des cadres juridiques et institutionnels du foncier a prévu au plan institutionnel la création d'un guichet foncier unique GFU pour répondre aux besoins d'allègement et de célérité de la procédure d'obtention des actes d'urbanisme, notamment le titre foncier. Le GFU rassemble à son sein les représentants de toutes les administrations impliquées dans les formalités de dépôt et de réception des documents nécessaires aux formalités de l'immatriculation. Il permettra, à l'instar du Centre de formalité des entreprises CFE, de réduire les coûts et minimiser les risques en matière de formalité domaniale. Le troisième décret adopté par le Conseil est relatif à la modification du décret numéro 97-219/PR du 15 octobre 1997 portant règles d'organisation et de fonctionnement des chambres régionales d'agriculture. Ce décret modifie le décret numéro 97-219/PR du 15 octobre 1997 en intégrant les innovations apportées par la loi numéro 2011-013 du 27 mai 2011, lesquelles visent à rendre plus fonctionnelles et plus efficaces les chambres régionales d'agriculture à travers l'amélioration de leur appropriation par leurs membres et le renforcement du statut juridique ainsi que de la crédibilité
de la représentation du réseau au plan national, sous-régional et international. Le décret modificatif instaure des cotisations pour les ressortissants des chambres régionales d'agriculture et transforme le Bureau national des chambres régionales d'agriculture en conseil permanent des chambres d'agriculture du Togo. Le présent décret vise à renforcer la crédibilité de la représentativité ainsi que la légitimité des procédures dans les instances de prise de décision. Au titre de la communication, la seule communication écoutée et approuvée par le Conseil a été présentée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur et a pour objet de rendre compte au Conseil des ministres de l'organisation au cours du mois de novembre 2019 d'un forum économique des Togolais de l'extérieur. Dans le cadre du renforcement de la gouvernance politique, économique et administrative, le gouvernement a exprimé en de nombreuses reprises son intérêt pour la participation de tous, y compris les Togolais de l'extérieur, au développement du pays. Dans cette perspective, il lui est apparu nécessaire de mobiliser la diaspora togolaise par le transfert de compétences et de savoir-faire de celle-ci dans les différentes stratégies du gouvernement afin d'optimiser la contribution des Togolais de l'extérieur pour le développement économique et social du Togo. L'événement se déroulera sur 2 jours et constituera un cadre approprié pour le gouvernement et les membres de la diaspora porteurs de projets d'explorer les capacités de financement des Togolais de l'extérieur et de les mobiliser pour la mise en œuvre des projets de développement. Au titre des divers, le Conseil a écouté le compte rendu de la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation relatif aux conséquences dramatiques des intempéries survenues dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mars 2019. On déplore le décès de 3 filles âgées de 8 ans, 11 ans et 14 ans suite à l'écroulement d'un mur et de 12 blessés, ainsi que des dégâts matériels assez importants dans les quartiers de Soviépé, d'Avenu, de Nkafou, de l'aéroport. On dénombre 210 ménages qui ont tout perdu, soit 800 victimes dont certaines sont accueillies sur le site d'Agoy-Logopé. Le gouvernement, suivant les instructions du président de la République, continue d'apporter son soutien aux familles des ménages éplorés ou touchés et prend les mesures nécessaires pour réduire les conséquences malheureuses de ces inondations. Par ailleurs, le Premier ministre a informé les membres du gouvernement des objectifs poursuivis en organisant à leur intention une retraite opérationnelle
les jeudis 21 mars et vendredi 22 mars 2019. Il les a exhortés à développer l'approche collective et intégrée de gestion de leur portefeuille en vue d'atteindre les résultats attendus par nos populations de l'ensemble du gouvernement. Enfin, le Conseil des ministres a procédé à des nominations au titre du ministère de la fonction publique et au ministère en charge de la santé. Fait à Lomé le 20 mars 2019, le Conseil des ministres. Et justement, voici les décrets délibérés ce jour en Conseil de ministres. Conseil des ministres donc sont nommés au ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale. Directeur de cabinet du ministre, M. Sampo Alanja, administrateur civil en chef, 2e échelon. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, directrice des établissements de soins et de réadaptation, Madame Amivi Apefa Baba, médecin de santé publique. Directeur des infrastructures sanitaires, des équipements et de la maintenance, Monsieur Mikaela Bamba Moussa, ingénieur génie civil. Directeur des ressources humaines, Monsieur Cha Kajanta, juriste. Et enfin, directrice de l'Institut national de cancérologie, INC, Dr Ablavi Adani Ife, épouse d'Oléa Benou, médecin oncologue. Voilà donc pour les décrets délibérés ce jour en Conseil des ministres. Comment se prépare la prochaine réunion de la Commission de l'Union africaine? Ce matin, à la présidence de la République, la commissaire de l'UA en charge des infrastructures et énergie, Dr Abou Saïd, est allé faire le point au chef de l'État. Sa déclaration sortir d'audience, des propos recueillis par Yves Agbevivi. La raison principale pour notre visite, non seulement c'était donc de briefer et l'avancement de ce comité, mais surtout l'avancement du projet africain de libéralisation du transport aérien. Vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur le Président Dieutodo, il est le champion africain pour ce projet extrêmement important pour le continent africain et qui viendra en appui pour le projet continental de marché commun que nous avons signé en mars 2018 à Kigali. L'aviation civile aussi est importante pour le tourisme, source importante de revenus dans nos pays. Nous étions très heureux donc de l'accueil chaleureux de Monsieur le Président, mais aussi sa compréhension à fond de ce dossier important, des guidances et des lignes directrices qu'il a voulu bien partager avec nous pour nous aider à faire avancer ce dossier sur le continent africain. Nous avons aussi reporté que nous avons déjà un nombre, 28 pays qui sont signataires. Les textes réglementaires pour le MUTA, pour ce projet de transport aérien, ont été finalisés. Monsieur le secrétaire général de la CAFAC a été nommé, donc il a commencé à prendre en fonction en janvier de cette année. Il y a déjà un nombre d'ateliers qui ont été conduits sous la CAFAC pour les CER et donc le travail bouge de manière tout à fait satisfaisante et bien sûr avec l'appui et comme j'ai dit la guidance de son Excellence Monsieur le Président, nous sommes confiants que nous allons donc faire avancer le dossier encore beaucoup plus loin avant juillet prochain où il y aura le sommet africain. Et cette réunion de la Commission de l'Union africaine est prévue pour avril prochain au Caire, en Égypte. Notez aussi dans l'actualité que les députés se réunissent ce vendredi 22 mars à 9h au siège de l'Assemblée nationale, et ce, conformément à l'article 55 alinéa 8 de la Constitution. Ce sera donc la deuxième session extraordinaire. C'est ce qu'indique ce communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui pourrait bien changer pour apprenants et formateurs dans le Ploto, dans le Pélé ou encore dans l'Amou après le passage du ministre Terou Bagbieng? Eh bien, il est en tournée dans les centres de formation de ces localités. On fait le point et ce sera avec Sonia Medipou.
Centre d'enseignement artistique et artisanal de Kpalimé. Première étape de la tournée du ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Le ministre Taïrou Baguig s'est d'abord entretenu avec le corps enseignant avant de se rendre dans certains ateliers de fabrication du centre. Occasion pour eux de découvrir l'ensemble du secteur artistique et artisanal de la localité. La tournée a ensuite conduit le ministre au Centre régional d'enseignement technique et de la formation professionnelle CRET-FP, où il a eu à échanger avec les responsables et les enseignants sur le travail et la place que représente l'enseignement technique pour les autorités. Après Kpalimé, la délégation s'est rendue au centre rural d'activités socio-éducatives CRAS de Govier dans le Pélé, puis au centre de formation technique et professionnelle de Sodo dans l'Amou, dernière étape de sa tournée. Cette visite de terrain a pour but de permettre au ministre de se faire une idée des structures et établissements relevant de son département ministériel. D'abord, visiter toutes les institutions et les établissements qui sont sous notre gouverne, m'imprégner également des difficultés que chacun a, constater les filières qui sont ouvertes dans chaque établissement, comment ça marche, quel est l'engouement des apprenants autour des filières existantes, quels sont leurs nouveaux besoins et comment encourager nos populations, nos jeunes élèves à s'intéresser à l'enseignement technique. La vision du chef de l'État est que chacun puisse se prendre en charge. Vous savez que aujourd'hui, avec le plan national de développement de notre pays, l'enseignement technique a une mission fondamentale à assurer. C'est de produire la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir mener à bien tous les travaux qui vont se réaliser. La tournée a aussi permis au ministre de se faire une idée des difficultés auxquelles sont confrontés ces centres, d'une part, et d'autre part, de recueillir leurs doléances afin de mieux planifier le secteur de l'enseignement technique et professionnel au Togo. L'apprentissage, la formation, les 5 États du Conseil de l'Entente s'en préoccupent aussi. Comment améliorer donc les prestations, par exemple, dans les métiers de la route, du chemin de fer et des mines? Réponse dans un projet de formation lancé hier, mardi, à Lomé. Marie-Reine Abeta, Augustin Kossi. Le Conseil de l'Entente et la Banque africaine de développement engagés pour l'amélioration de la qualité et de l'offre de la formation aux CERFER à travers le projet d'appui à l'intégration de la formation dans les métiers de la route, du chemin de fer et des mines. Le centre de formation pour entretien routier entend apporter une réponse aux défis de développement des infrastructures et à la problématique de l'emploi des jeunes. La BAD appuie l'intégration régionale de l'Afrique. La BAD fait de l'emploi des jeunes de ces vecteurs pour développer l'Afrique. Ce projet PAIF regroupe ces deux aspects. Ça nous permet d'avoir d'abord de créer des emplois pour les jeunes, compléter leur formation par des pertinences afin de satisfaire aux besoins de l'emploi des jeunes, création de la richesse. Le Conseil de l'Entente regroupe 5 pays et par l'appui de la BAD, elle voudrait encourager l'intégration régionale en Afrique, particulièrement par le Conseil de l'Entente, et aussi créer beaucoup d'emplois pour les jeunes filles. Ce projet d'un montant total de 6,31 milliards de francs CFA va accroître les opportunités d'insertion socio-professionnelle des apprenants. Il favorisera l'éclosion des compétences qui répondent, selon les responsables du Conseil de l'Entente, à l'épineuse question de l'adéquation formation-emploi dans les métiers de route, du chemin de fer et des mines. Les chefs d'État ont décidé de faire du CERFER un centre d'excellence. Cela nécessite une réforme entière du CERFER. Et il se trouve que la BAD, qui est l'institution financière continentale qui a été approchée, trouve ce projet pertinent, opportun et innovateur, puisqu'il s'agit de former les jeunes techniciens dans le métier du bâtiment, de la route, du rail et des mines. Les bâtiments seront rénovés, les contenus pédagogiques transformés, il y aura un suivi des diplômés
il y aura aussi 30% de jeunes filles qui seront diplômées à l'école. Il est attendu de ce projet la formation de 300 techniciens chaque année. Il servira aussi à rénover les outils de gestion et de pilotage stratégique, la réhabilitation et l'extension du centre, de même que la mise en place d'un dispositif de suivi pour l'insertion professionnelle des diplômés. Le développement d'un partenariat au niveau national, régional et international reste un des axes prioritaires de ce projet intégrateur. Restons toujours dans la ligne de la formation. Vous êtes jeune, envie de vous lancer dans l'élevage des porcs ou encore dans la culture d'anacarde. Que faire? Agri Digital, c'est un journal en ligne. Il semble avoir la formule. Reportage à Kara de Nestor Noujou. L'anacarde est présentée aujourd'hui au Togo comme une filière porteuse et à forte valeur ajoutée. Cette filière est convoitée par bon nombre de producteurs, notamment les jeunes. Mais le problème, c'est qu'ils ne maîtrisent pas pour la plupart les techniques de production pour devenir de véritables entrepreneurs dans ce domaine. Certains d'entre eux pourront l'être s'ils appliquent les connaissances qui leur sont apprises au cours de cette formation à l'initiative du journal agridigital.net. D'autres thématiques, comme l'élevage moderne des porcs et l'utilisation des semences certifiées, sont aussi au programme de cette formation. Nous avons choisi ces thèmes-là pour répondre à un besoin exprimé par la population qui veut que les jeunes, la jeunesse, s'intéressent beaucoup plus au secteur agricole pour effectivement venir à bout de ce problème de chômage dans notre pays. Donc c'est dans cette logique que le journal Agri-Digital, au-delà de son objectif qui est d'informer les gens, a décidé de se positionner sur l'axe former aussi la jeunesse togolaise. En initiant cette formation, agridigital.net entend susciter le goût de l'entrepreneuriat agricole auprès des jeunes. Des jeunes de Hao et de Tchaoudjo ont déjà participé à des formations de même type à Noatien et à Sokodé. Dans l'actualité ce soir, deux notions pas toujours bien claires pour tout le monde. Le système LMD, licence, master, doctorat et la digitalisation. Que faut-il en savoir exactement? Les explications dans ce reportage de Karine Orlando et Lucassi. L'université de Kara s'ouvre aux élèves du lycée Promo Sophia. Appelés à faire des études académiques après le baccalauréat deuxième partie, ces élèves sont entretenus sur le système LMD. Un système introduit au Togo en 2008 et qui intègre 3 grades, notamment la licence, le master et le doctorat. Le fonctionnement de l'université de Kara leur a été également renseigné. Moi, je retiens que quand on arrive à éliminer une matière, par exemple, on peut aller en année supérieure. Mais si on a des matières qu'on n'a pas pu éliminer, on peut toutefois recomposer dans la matière, même en année supérieure. Dans toutes les matières, il va falloir avoir au moins 10 de moyenne. Avec la sensibilisation, l'information, je crois que ce système aujourd'hui, nous ne pouvons plus y échapper. C'est pour cela que nous avons invité personnellement le professeur Sanda pour nous entretenir, expliquer de fond en comble quoi le système LMD. Et je crois qu'à travers sa communication, il a été clair, il a fait le distinguo, comment les apprenants vont s'y prendre, les enseignants, les parents, pour que ce système soit bien réussi et combler toutes les attentes, surtout des apprenants. C'est la toute première fois que l'université de Kara effectue une sortie de sensibilisation dans la partie méridionale du pays. Et cette sortie intervient à l'occasion de la semaine culturelle. Elle a permis d'ailleurs d'outiller ses élèves sur comment embrasser leur futur parcours universitaire et l'importance de la digitalisation. Je leur ai parlé des caractéristiques de ce système, dont les principales sont la semestrialisation, la capitalisation, la professionnalisation des profils en fin de parcours, la mobilité des étudiants, la mobilité des enseignants. J'ai attiré leur attention sur le fait qu'il n'y a pas de compensation entre les unités d'enseignement. C'est une grande différence entre le lycée et l'université. Ils doivent avoir la moyenne dans chaque unité d'enseignement. La digitalisation s'est invitée aux échanges et c'est de bon aloi parce que une fois que les élèves ont réussi au baccalauréat, vous pouvez suivre de la préinscription à l'attestation. Tout est en ligne.
Au-delà des services rendus à la communauté, l'Université de Kara a pour mission d'enseigner, de favoriser les recherches universitaires et de partager les résultats de ces recherches au profit du développement. Voilà, LMD, digitalisation, on en sait donc un peu plus ce soir. Bon, à savoir aussi, il y a 1 an et demi, la Caisse nationale de sécurité sociale est passée à la numérisation, à la digitalisation, si vous voulez, de ses fichiers. C'est une innovation. Question tout de même ce soir, qu'est-ce qui change pour les entreprises et leurs employés? Élément de réponse, Lucas. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, s'inscrit définitivement dans la digitalisation de ses services. Ça fait bientôt 1 an et demi que la structure propose une solution effective de digitalisation en ce qui concerne la télédéclaration nominative des rémunérations. Une solution qui a rallié un nombre important d'entreprises au Togo. Sur la période de novembre 2017 au 28 février 2019, plus de 1700 entreprises ont déclaré leur rémunération nominative de leurs employés via cette solution de déclaration en ligne que propose la CNSS. Des réformes qui confortent l'activité du climat des affaires, bien appréciée par Sandra Ablamba Johnson, conseiller auprès du président de la République, coordonnateur de la cellule climat des affaires. Cette adhésion se justifie par les différents avantages qu'offre cette télédéclaration en termes de gain de temps. De fait, avec la télédéclaration, la CNSS réduit considérablement le délai de ses prestations et évite aux employeurs des déplacements physiques vers ses bureaux. En plus de la télédéclaration, la CNSS offre aux employeurs la possibilité de paiement des cotisations sociales en ligne via leur compte mobile Money, notamment T-Money et Flows. Ceci pour s'inscrire dans la dématérialisation de toutes ces procédures. Annoncé en titre tout à l'heure, la COMEC fait ses comptes. La COMEC, eh bien, c'est la coopérative militaire d'épargne et de crédit. Elle est en assemblée générale à réunion depuis ce matin à l'état-major général des forces armées togolaises. Chassim Labaga. Militaire et de gendarmerie. Les travaux de cette 4e Assemblée générale ordinaire portent essentiellement sur le rapport d'activité exercice 2018 de la coopérative militaire d'épargne et de crédit COMEC. Les actions menées par le comité de gestion et les résultats des différents comptes épargne, crédit et le taux de remboursement seront présentés et rigoureusement analysés par les adhérents. La COMEC a poursuivi avec succès sa mission, celle de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie des adhérents ainsi que de leurs familles en leur procurant des services financiers accessibles. L'accessibilité, la rapidité, la simplicité, la sécurité et la qualité ont fait de la COMEC une institution de confiance au service de la quasi-totalité du personnel des forces armées togolaises. La COMEC a clôturé l'exercice 2018 avec un résultat d'exploitation de plus de 700 millions de francs CFA. 10 440 emprunteurs actifs et un encours de crédit d'environ 10 milliards de francs CFA. Cette performance a été réalisée tout en maintenant un portefeuille de grande qualité, et ceci avec un PAR, donc un portefeuille à risque, supérieur à 30 jours de 0,39%. Les comptes d'épargne volontaire actifs se sont accrus et ont atteint 8 607, soit une progression de 177% par rapport à l'année 2017. Plus de 1,6 milliard de francs CFA ont été mobilisés en termes d'épargne volontaire, attestant ainsi de la fiabilité croissante dont jouit la structure auprès de sa clientèle. Toutes ces performances sont vivement saluées par les adhérents qui voient en ces résultats la preuve de la vitalité de leur coopérative. Elle mérite d'être consolidée en relevant les nouveaux défis qui se présentent à la COMEC. Je voudrais vous prier avant toute chose de vous joindre à moi pour témoigner une fois encore nos respectueux remerciements au président de la République, chef des armées, pour avoir inspiré, initié et mis à la disposition des hommes et des femmes de la défense cet instrument d'épanouissement individuel
et d'amélioration de leur cadre de vie. Les progrès réalisés, je le crois, méritent les compliments de nous tous ici rassemblés. Ils démontrent la justesse de l'idée qui a présidé à la naissance de cette entreprise, à la fois financière, sociale et humaine. Ils sont le fruit de l'esprit de discipline, de solidarité et de rigueur qui sert de socle à la communauté militaire. Ils sont la preuve que la COMEC fait des pas en avant chaque année, confortant graduellement son équilibre financier et sa capacité à mieux servir ceux qui lui font confiance. La dynamique de croissance de la COMEC ne doit pas occulter les nombreuses attentes des adhérents. En fait, c'est là le défi des mois et des années à venir. Faire plus et faire mieux, peut-être avec moins de moyens. C'est un défi, en tout cas, qui est à la hauteur des espoirs que nourrissent plus de 17 000 adhérents de la coopérative, qui souhaitent la voir grandir et prospérer davantage, afin de continuer à jouer le rôle d'instrument de valorisation de la condition militaire, de rempart solide contre la précarité provoquée par les recours aux usuriers, le rôle de conseiller dans la gestion des revenus personnels, un rôle accru de secours sûr en temps d'épreuve et aussi surtout le rôle d'assurance d'une meilleure entrée dans le temps de retraite qui conclut toute carrière. Cette Assemblée générale, par les recommandations novatrices et toutefois empreintes de prudence qu'elle fera à l'endroit de la hiérarchie des forces armées, doit ouvrir le chantier permettant de relever ce défi. C'est le 14 janvier 2015 que la COMEC a été créée. L'initiative est du président de la République, Faure Essozmna Gnazingbe, chef des armées, dans sa quête permanente du bien-être des populations togolaises en général et des forces armées togolaises en particulier. Le Conseil des ministres, on l'a entendu en début de journal, a exprimé sa compassion aux victimes de la grosse pluie de samedi à Lomé. Le parti Unir a joint l'acte et la parole. Il est allé à la rencontre ce mercredi des victimes, non sans les mains vides. Le récit de Ekoué Salam. Voici la famille Yissoufou, victime du cataclysme qui a coûté la vie à 3 de ses enfants. Quelques jours sont passés après le drame, mais la tristesse se lit encore sur le visage de ses parents, admis ici au centre permanent pour sinistrer des catastrophes naturelles et ou anthropiques d'Agoué. Une délégation du parti Unir, Union pour la République d'Aflaougakli, conduite par le député Raymond Kailosson, est allée leur rendre visite avec une aide d'urgence. La délégation promet de permettre aux enfants de ces sinistrés qui sont éloignés de leur école de finir l'année scolaire sans difficulté. Nous avons déjà subi la perte de 3 enfants et on rend grâce à Dieu qu'on ait eu 7 enfants qui ont survécu et en venant dans ce centre, ils ont eu leur scolarité interrompue et nous avons décidé, notre coordination Aflaougakli, de prendre en charge la scolarité de ces 7 enfants pour qu'ils puissent finir leur année scolaire. Parce que ces enfants sont l'avenir de notre pays, le Togo. Donc nous devons en prendre infiniment soin. Cette famille a tout perdu, tout. Elle a perdu non seulement ses enfants, mais tout ce qui est matériel. Donc nous avons voulu leur apporter cet appui aussi, et aussi au centre. Et sur le site où s'est produit le drame, les dégâts sont palpables. La délégation a échangé avec les victimes avant de leur remettre cette enveloppe financière en plus des vivres et non-vivres. Merci pour tout le don que Unir est venu nous faire. Il est venu nous porter de l'aide, il est venu nous assister en cas de détresse. Nous vous remercions pour tout ce que vous nous faites. On appelle le gouvernement de venir à notre aide dans le quartier. La délégation a également fait un tour à Totivig-Blancomé. Dans ce quartier, les traces encore visibles du niveau de l'eau témoignent de la gravité de la situation. Plusieurs familles sont délogées. Avant qu'une solution durable ne soit trouvée, Kailosson témoigne la compassion du président du parti Unir à toutes les victimes de ces pluies diluviennes.
Enfin, sport, je vous l'annonçais aussi en titre, tout le monde est là pour le crucial Togo-Bénin de dimanche prochain. Les éperviers jouent la qualification, une victoire ou rien. À l'entraînement ce soir, le ministre des Sports leur a apporté tout le soutien du gouvernement. Lucassi. À quelques jours du derby décisif entre le Bénin et le Togo, comptant pour les éliminatoires de la CAN Égypte 2019, les éperviers du Togo effectuent l'un de leurs derniers entraînements à huis clos avant le jour J. Conscient de l'importance capitale que revêt ce match pour le Togo, le ministre en charge des sports est allé apporter le soutien du président de la République et du gouvernement aux joueurs, visiblement prêts à défendre les couleurs de la nation. Nous avons été très encouragés par la présence de tous ceux qui ont été invités. Tous ceux qui ont été convoqués sont là et ils sont venus à temps. D'habitude, il y en a qui arrivent même le dernier jour. Mais cette fois-ci, ils sont venus à temps. Nous avons eu l'occasion de leur exprimer vraiment toute notre reconnaissance pour avoir répondu spontanément et pour avoir eu le souci de venir défendre les couleurs de leur pays. Ensuite, nous leur avons apporté tout le soutien du chef de l'État et de tout le gouvernement. Nous leur avons apporté la confirmation que tout le gouvernement est derrière eux jusqu'au dernier coup de sifflet. Ça veut dire que nous serons autour d'eux le dimanche, même dans le stade de Cotonou, et nous reviendrons certainement avec la victoire. Vous savez, en matière de football, quand on n'a pas encore sifflé, la fin des 90 minutes, c'est qu'on est capable de faire encore beaucoup de choses. Le Togo l'a déjà prouvé à certains moments. Si ça a été hier, pourquoi pas aujourd'hui? Le Togo, logé dans le groupe D avec le Bénin, l'Algérie et la Gambie, est troisième avec 5 points. Une victoire face au Bénin ce dimanche 24 mars lui permettrait d'être deuxième et de se qualifier avec 8 points devant son voisin le Bénin qui compte déjà 7 points. Un match nul qualifierait par contre le Bénin. Pour cette 6e et dernière journée cruciale des éliminatoires de la CAN Égypte 2019, le ministre appelle à une mobilisation générale pour soutenir les éperviers. Toutes les conditions qui ont été portées à notre connaissance, nous avons pris toutes les dispositions pour qu'elles soient réunies, à moins qu'il y a d'autres que nous ne connaissons pas. Mais en tout cas, personnellement, j'ai veillé, nous avons veillé, le gouvernement a donné des instructions pour que les conditions qui nous ont été présentées soient réunies. Nous allons jouer à Cotonou. Nous savons qu'il y a des Togolais à Cotonou. Certainement, ils auront envie de venir. Mais ils seront plus motivés s'ils voient leurs frères togolais faire le déplacement. C'est pourquoi nous invitons le public sportif togolais à faire massivement le déplacement de Cotonou. Vous savez, les capitales africaines, et spécialement Cotonou, Lomé, Accra, c'est seulement 1h30 de distance, en tout cas si on veut s'exprimer ainsi. Donc, nous connaissons bien le public sportif togolais, quand il veut donner, il donne entièrement. Et nous voulons que les joueurs fassent tout pour ne pas les décevoir, parce que je suis sûr que le public sera là. Le groupe est au complet. Tous les joueurs convoqués par le sélectionneur Claude Leroy ont répondu présents et sont visiblement plus que motivés à mouiller le maillot pour une victoire finale. Il ne reste qu'au public de faire massivement le déplacement du stade de l'Amitié le dimanche prochain à Cotonou au Bénin pour porter l'équipe nationale vers une victoire impérative pour la qualification. Rendez-vous donc ce dimanche, une victoire ou rien, tous nos voeux de réussite accompagnent nos éperviers. Ce communiqué, avant de refermer ce journal, communiqué d'abord de la HAC, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication rappelle aux directeurs de publications de radio et télévision en ligne diffusées sur le territoire togolais que conformément à l'article 26 de la loi organique et à la décision portant en modalité de création et d'exploitation des organes de presse en ligne, ils doivent se faire enregistrer auprès de l'instance de régulation des médias. À cet effet, les articles 3 et 4 de la dite décision précisent
que l'exploitation en République togolaise à titre gratuit ou onéreux de sites internet fournissant des services de presse écrite ou audiovisuelle destinés au public est subordonnée à une déclaration auprès de la HAC. Par ailleurs, le président de la HAC porte à la connaissance des journalistes et techniciens de la communication exerçant dans les organes de presse en ligne que la déclaration de leur organe à la HAC est une condition préalable à la délivrance de la carte de presse. Un délai de 3 mois courant à partir du 26 mars 2019 est accordé au directeur de publication de radio et de télévision en ligne pour se conformer aux formalités de déclaration. Passé ce délai, les organes de presse en ligne non déclarés à la HAC ne seront plus reconnus et aucune carte de presse ne sera délivrée à un journaliste ou technicien dont l'organe de presse n'est pas enregistré auprès de la HAC. Dans le souci d'améliorer davantage l'accès des populations à l'eau potable au Togo, le ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise a lancé depuis le 4 mars 2019 une vaste opération d'inventaire des forages et mini-adductions d'eau potable en milieu rural et semi-urbain sur toute l'étendue du territoire national. La collecte des informations devra permettre de disposer de statistiques fiables relatives à l'état de fonctionnement des différents ouvrages d'eau du pays et à l'identification exhaustive des localités non couvertes en eau dans la perspective d'une prise en compte dans les prochains projets à mettre en œuvre. À cet effet, des équipes ont été envoyées dans toutes les préfectures pour des séances de travail avec les préfets, les chefs de canton, les chefs de village, les comités cantonaux et villageois de développement. Le ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise invite toute la population à soutenir cette opération de recensement dans toutes les localités en vue de son bon aboutissement. Et puis, sachez que le ministre de la Défense et des anciens combattants communique les candidats au concours direct d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT, session 2019, sont priés de passer à l'état-major général à Agouenivé, salle d'attente à partir du jeudi 21 mars 2019. Demain donc, pour consulter la liste des candidats retenus après étude des dossiers. Les épreuves écrites se dérouleront les 26, 27 et 28 mars 2019. Les candidats retenus devront se munir d'une carte d'identité nationale ou d'un passeport en cours de validité et de la quittance. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à l'état-major justement. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée. Brasserie Bébé Lomé, fleuron de l'industrie